Le gouvernement, le patronat et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME ont signé hier à la primature une charte en ligne de mire une meilleure organisation des relations privées-privées, notamment dans la sous-traitance et la co-traitance. Entre février et juin 2015, 500 ex-combattants ont été formés au métier du bâtiment. Leur intégration professionnelle était au cœur d'un forum mardi au plateau. Ces jeunes en quête d'emploi ont eu l'occasion de se frotter à des offres d'emploi. Et cette belle prise des douanes de Bouaké, plus de 60 tonnes de café et de sucre frauduleux saisis, le tout d'une valeur de 46 millions de francs CFA. L'opération a été menée le week-end dernier au corridor nord de la ville par les éléments de la subdivision de la surveillance et des interventions. À l'étranger, John Kerry a rendez-vous avec l'histoire à Cuba. Demain, il sera le premier chef de la diplomatie américaine depuis 1945 à se rendre à la Havane pour consacrer le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux ex-ennemis de la guerre froide. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, c'est l'heure de la grande édition. Merci et bienvenue. Au sommaire également, le dossier du jeudi. Ce soir, le service société de la rédaction enquête sur le permis de conduire. Quelle crédibilité du document? Enquête inédite à suivre dans une dizaine de minutes. Le gouvernement, le patronat et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises ont signé hier à la primature une charte. Elle vise une meilleure organisation des relations privées-privées, notamment dans la sous-traitance et la co-traitance entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Les précisions d'Hamza Diaby. C'est un acte majeur, un départ nouveau pour les PME. Pourvoyeuses d'emplois et également créatrices de richesses, les petites et moyennes entreprises réclamaient un accès au marché public. Cela leur est facilité désormais. Ce mercredi, la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la FIPME, la Fédération des petites et moyennes entreprises et l'État signent la sous-traitance et la co-traitance des PME. Autrement dit, c'est un consensus pour que les grosses entreprises confient une ou plusieurs parties de leur marché aux PME. La signature de la charte de sous-traitance et de co-traitance des PME est un acte fondateur qui permettra d'insérer davantage les PME dans le tissu économique et social de notre pays. Notre vision d'ensemble de transformation structurelle de l'économie ivoirienne ne pourra se réaliser qu'à une condition majeure, à savoir l'émergence et la densification d'un cluster, disons d'un ensemble de PME nationales à même de prendre toute leur part dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne que nous voulons émergente, vous le savez, à l'horizon 2020. La décision satisfait la fêtière des PME, mais des préoccupations demeurent tout de même. Mais pour nous, c'est une charte, c'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas obligatoire. Notre souhait, c'est qu'on aille très rapidement vers une loi de manière à rendre cette charte obligatoire si nous voulons réellement que les objectifs soient atteints et que la relation privée-privée se fasse à son optimum. Et le gouvernement en est conscient. C'est déjà un bon départ, mais nous allons suivre le fonctionnement, comment ça va se passer, et à partir de là, nous allons passer à une étape supérieure d'ici quelques années pour voir comment cette signature se comporte. Si elle se comporte bien, nous allons aviser pour voir les améliorations à apporter, même passer à une étape supérieure qui peut être un code ou bien même une loi. D'ici là, la collaboration entre petites et grandes entreprises est désormais officiellement scellée. 17 jeunes entrepreneurs ivoiriens ont été sélectionnés par la fondation Tony Eloumelou qui entend les accompagner dans la réalisation de leurs projets. 14 d'entre eux ont été reçus par le chef du gouvernement. Ils ont présenté leurs activités à Daniel Kablan-Duncan en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, Christelle Menant. Ils sont 17 jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ils font partie des 1000 retenus par la fondation Tony Eloumelou qui offre cette année 50 milliards de francs CFA pour l'accompagnement de jeunes promoteurs africains. Chacun de ces jeunes a reçu 5 millions de francs CFA pour financer un projet jugé innovant et prometteur dans les secteurs des TIC, de l'industrie ou de l'halieutique. Ce 11 août 2015, 14 de ces jeunes Ivoiriens ont été reçus par le Premier ministre en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Je dirais qu'on a été révigoré suite au conseil que nous a prodigué Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Pour nous aujourd'hui, c'est de passer à la phase
installation et démarrage de notre système qui est aujourd'hui la communication par la lumière. Issus pour la plupart de l'informel, ils doivent faire face dans la mise en œuvre de leurs projets à des problèmes de locaux industriels, de fiscalité ou de financement. Des préoccupations qui feront, sur instruction du Premier ministre, l'objet de concertations entre les ministres concernés par leur secteur d'activité. Le ministère est en train de travailler pour inciter les jeunes, les nationaux, à aller et à créer des entreprises. C'est là notre objectif. Créer d'abord l'entreprise et puis après aussi mettre en œuvre une politique qui puisse leur permettre de promouvoir cette entreprise. Ces jeunes porteurs de projets ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat et continuent d'être encadrés dans leur progression par des mentors de la Fondation Tony Elumelu. Avant-hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de bitumage de la route reliant Ferké à Kong. Elle est longue de 121 km. Les travaux attendus depuis de nombreuses années par les populations sont financés par l'État à un peu plus de 76 milliards de francs CFA. Leur achèvement mettra fin aux difficultés que connaissent les transporteurs et autres usagers de cette route, actuellement difficilement praticable. De retour de la région du Tchologo, le compte-rendu du Garvé Blé. Ferké-Sédougou, gare de Nancian et Congo. Syndicalistes et voyageurs attendent anxieux le retour des cars. Ils mettront environ 4 heures pour rallier la ville de Kong et autant pour revenir à leur base. La raison, le mauvais état de la route. Nos véhicules sont presque foutus. On n'a même pas bien fait notre travail. Pour refaire nos routes, Ferké-Kong, c'est une bonne nouvelle. La route est dégradée, c'est pas bon, donc ça fait un peu peur. Dans 36 mois, la donne aura considérablement changé. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route longue de 121 km ont été officiellement lancés mardi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la satisfaction des populations. C'est une route qui est attendue depuis des décennies. Nous nous réjouissons que l'on puisse lancer les travaux de cette route-là. Nous voudrions donc remercier le président de la République pour avoir passé à nous. Cette route provoquera, j'en suis convaincu, un regain d'activité commerciale et apportera le développement tant recherché par les filles et fils du Tchologo dans leur ensemble. Les travaux qui démarrent sur l'axe Ferké-Nancian-Kong vont à terme durablement soulager une région grande productrice de produits vivriers et qui ne manque pas d'atouts touristiques. Avec cette infrastructure routière, les cultures vivrières cultivées ici en abondance, en particulier l'igname, le maïs et le mil, et développées dans toute la région seront désormais vendues sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorées. Est-ce encore nécessaire de rappeler que l'objectif visé par le président de la République est de faire en sorte qu'aucune région du pays ne soit en marge de développement? Cette promesse du président de la République sera tenue. Et il convient de souligner que la caravane du développement s'arrêtera, comme aujourd'hui, dans chacune de nos régions de Côte d'Ivoire. Ferké, Kumbela, Togoniéré, Sikolo, Nancian et Kong sont les principales localités concernées par le projet de bitumage de route de 76 milliards 200 millions de francs CFA. Projet que vient de lancer le Premier ministre dans la région du Tchologo. Ce soir, on s'intéresse également aux fruits du programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR. Entre février et juillet 2015, 500 ex-combattants ont été formés au métier du bâtiment. Leur intégration professionnelle était au cœur d'un forum mardi au plateau. Ces jeunes en quête d'emploi ont eu l'occasion de prendre contact avec des responsables d'entreprises opérant dans le bâtiment et les travaux publics. Jean-Louis Bango. Ces 500 ex-combattants se disent aptes pour intégrer le marché du bâtiment et de la construction. Alors que certains parmi eux recherchent des postes d'employés, d'autres sont en quête de financement pour leurs entreprises. Nous avons fini la formation, nous avons nos diplômes, nous sommes prêts à travailler. Nous sommes des jeunes entreprises en construction aujourd'hui. Ce que nous attendons des autorités et de l'État, vraiment c'est la question d'insertion, à savoir les appuis pour pouvoir mettre en œuvre ce que nous avons appris. Le forum d'insertion organisé par l'ONG Action Entreprise et le groupement des entreprises pour l'insertion et la qualification devrait aider ces bénéficiaires à réussir leur insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, avoir une qualification dans les métiers des bâtiments est déjà une garantie d'insertion. Mais en plus de cela, nous avons pris des dispositions
en vue de pouvoir les accompagner dans cette insertion-là. L'intérêt d'un forum comme celui d'aujourd'hui, c'est de mettre en contact les bénéficiaires qui sont ou présents dans la salle ou qui ont des CV qui ont été laissés, de les mettre en contact avec le monde professionnel, avec les entreprises, avec les entrepreneurs, avec des sociétés de placement ou des sociétés immobilières qui pourraient éventuellement rechercher du personnel qualifié immédiatement et disponible. Plus connu sous le nom de Chantier École, ce programme a été financé par l'Union européenne. La formation s'est déroulée sur plusieurs sites de construction à travers le pays. Je vous l'annonçais en titre, cette belle prise des douanes de Bouaké. Plus de 60 tonnes de café et de sucre frauduleux ont été saisies, le taux d'une valeur de 46 millions de francs CFA. L'opération a été menée le week-end dernier au corridor nord de la ville par les éléments de la subdivision de la surveillance et des interventions. Le témoignage de Léon Bro. Dépôt des douanes de Bouaké, 864 sacs de 50 kg, soit 43 tonnes de sucre d'origine brésilienne et environ 18 tonnes de café ivoirien décortiqué en attente de cession aux coopératives et industries agréées. La direction régionale des douanes de Bouaké a déjà bouclé la procédure judiciaire relative à ces produits de contrebande d'une valeur globale de plus de 46 millions de francs CFA, saisis le 7 août dernier. C'est parti d'une information anonyme le 7 août, le jour de la fête de l'indépendance, disant donc que 2 véhicules transportaient donc du sucre brésilien donc au quartier Diamourou. Ils acheminent donc le café depuis donc la zone forestière jusqu'à Bouaké et après dans un magasin. Donc le magasin nous a été montré. Et ce café-là, généralement, il est mélangé avec les produits donc, du cru. C'est ici, dans ce dépôt à ciel ouvert de produits divers au corridor nord de Bouaké, qu'a été opérée la saisie. Le sucre était destiné au marché de la ville. Le café, lui, en sortait par des véhicules de transport en commun à destination des pays de l'Interland, selon les soldats de l'économie. Le Centre de gestion intégré CGI met l'accent sur la proximité avec les candidats à l'obtention des titres de transport. Il vient d'ouvrir un bureau mobile à l'immeuble à Siam au Plateau, une manière de permettre aux agents des différentes institutions logées dans cet immeuble d'établir plus aisément leur titre de transport. Ce fut le cas hier pour le ministre des Transports en personne. Gaussou Touré a procédé au renouvellement de son permis de conduire. Le reportage de Jean-Luc Gbangbo. Immeuble Siam Plateau. Au 7e étage, une équipe du Centre de gestion intégrée des opérations de transport s'est installée depuis une dizaine de jours. Les agents de cette structure sont venus offrir leurs services aux demandeurs exerçant dans les différentes administrations logées dans cet établissement. Cette campagne de proximité obéit à un objectif précis. C'est rapprocher l'administration des populations. C'est permettre que nos administrés puissent recevoir leurs documents dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Le ministre des Transports, l'autorité de tutelle, est venu lui aussi renouveler son permis de conduire. Il en a profité pour juger de l'efficacité de cette opération, projet phare dans la réforme des titres de transport. Aujourd'hui, j'ai le satisfecit de l'ensemble des ministères qui ont été déjà visités. Dans le cahier de charge, nous avons demandé qu'il faut que le permis soit édité au maximum après 1 heure. Et là, je constate que les temps sont vraiment respectés. Cette opération a déjà touché plusieurs autres institutions de la République. Depuis juin 2014, le Centre de gestion intégré des opérations de transport a édité plus de 700 000 documents, dont plus de 502 000 permis de conduire. Place au dossier du jeudi. Ce soir, une enquête sur le permis de conduire justement. Quelle crédibilité du document? Interrogation importante quand on sait que chaque année, la route fait 6 000 victimes. Selon l'OSER, l'Office de sécurité routière, le facteur humain y est pour 90%. En clair, l'imprudence des conducteurs serait la principale cause de ces accidents. Et pourtant, pour la plupart, ils sont détenteurs de permis de conduire. Quel est alors le problème? Certains pointent du doigt la formation donnée dans les auto-écoles. Le permis de conduire, quelle crédibilité? Un dossier réalisé par Franck Audio. Plateau, quartier des affaires de la capitale économique. Des véhicules en mauvais stationnement immobilisés par des sabots posés par la police municipale, une scène fréquente à Abidjan. Pour ce chauffeur de taxi,
Les règles élémentaires de la conduite sont de plus en plus ignorées. Et les gens roulent de plus en plus mal parce que, je me demande si c'est parce qu'ils sont pressés ou bien c'est le code de la conduite même qui est raté. Un professionnel du volant dépité, il préfère s'en aller. Le reste de la phrase en suspens. C'est qu'en Côte d'Ivoire, les accidents causés par l'indiscipline et la méconnaissance du code de la route sont légion. En Côte d'Ivoire, nous avons environ 6 000 accidents par an, environ 600 tués, c'est énorme. Pour un parc de véhicules estimé autour de 1 million en circulation, c'est énorme. Et donc l'enjeu, c'est comment faire pour réduire cela. Et donc, la formation initiale dans les auto-écoles constitue un enjeu important. La formation dans les auto-écoles, elle est justement décriée. Mais tout le monde veut conduire en Côte d'Ivoire. On ne respecte pas les piétons. On ne respecte pas, on fait ce qu'on veut. Lors du concours de code, il faudrait exiger ceux qui viennent pour passer les concours. En tout cas, les candidats en personne doivent être présents, savoir qu'ils connaissent vraiment leur code et puis leur donner un app de code. À la conduite aussi, c'est pareil. Une situation reconnue par les acteurs. L'État de Côte d'Ivoire perd 82 millions uniquement que dans les accidents. Par jour, c'est par jour. Ça fait près de 29 milliards par an. Voilà. Donc, quand on ne connaît pas le code, quand vous ne maîtrisez pas le code, quand vous sortez, vous êtes dangereux pour la société. À n'importe comment, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez vous tuer vous-même. Si moi, je dois former et payer de l'argent pour que mon candidat ait son permis, et que celui qui est en face de moi ne forme pas, et il paye au même titre que moi, alors moi, je décide de ne pas former. C'est la vraie cause même des accidents sur les routes. En principe, dans le projet du nouveau permis de conduire, les auto-écoles devraient être au centre de la formation. Mais le problème, c'est que le secteur n'est pas organisé. Vous allez parcourir des auto-écoles, une dizaine d'auto-écoles, demandez-leur s'ils ont un compte commercial. Il faut fonctionner comme une entreprise en fait. Et c'est avec tous ces éléments-là qu'on peut être épaulé par une institution financière, une banque. Inefficacité de la formation. Le secteur est miné par certaines pratiques qui, selon les promoteurs d'auto-écoles, contribuent à la mauvaise formation des candidats au permis de conduire. Il faut le dire, c'est un vrai désordre. Quand vous voyez aujourd'hui des permis à 35 000, 25 000 francs, ça n'est que du désordre. Avec 25 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez faire comme formation? Parce que les bons que les gens y mettent, on a déjà essayé de rencontrer tous ces gens qui font ces bons-là. Et très bientôt, on ne peut pas y mettre les bons comme ça. On va réglementer cela. Et pourtant, les différentes étapes pour une bonne formation sont bien connues. On fait l'inscription en ligne d'abord. On vous donne une fiche où vous rentrez. Vous rendez déjà sur les sites de CGI, Centre de gestion intégré. Vous faites le préenregistrement, vous faites l'identification, vous faites la visite. Quand vous êtes apte, on vous remet un papier. Vous revenez à l'auto-école. Maintenant, vous apprenez. Quand nous savons que vous êtes bien pour passer, vous êtes bien au code, vous assimilez. Maintenant, nous, on vous présente au code, à l'examen de code qui se passe au plateau. Si vous êtes admis au code maintenant, vous revenez à l'auto-école pour l'apprentissage de la conduite. Des étapes suivies à la lettre par Aïssata. La jeune dame reconnaît avoir été approchée par des démarcheurs pour accélérer le processus d'obtention de son permis. Elle dit préférer suivre la voie légale. Je ne voulais pas passer par ce chemin-là, parce qu'en faisant ça, c'est moi-même que je mettais en danger d'abord. Et les personnes qui vont monter aussi avec moi dans le véhicule. Attitude citoyenne, mais la réalité est tenace. Certains candidats au permis optent, selon des témoignages, pour la facilité. Moi j'ai des amis, sans vraiment faire de formation, avec quelques billets de banque. Ils sont à la maison, on leur apporte le permis. Ce genre de propositions, on a. Ceux qui veulent s'asseoir à la maison pour avoir le permis, mais c'est ceux, dans le cas de ceux qui savent déjà conduire. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils savent déjà conduire, donc ils veulent avoir leur permis rapide, ils n'ont pas le temps pour faire les cours. Moniteurs d'auto-école négligeant la formation, intrusion de personnes étrangères au secteur, mais aussi l'incivisme. Pour l'OSER, Office de sécurité routière, un programme de formation à l'échelle nationale pourrait être une panacée. Désormais, nous aurons une base de données fiable de toutes les auto-écoles qui sont habilitées et qui répondent vraiment à tous les critères d'enseignement de la conduite. L'harmonisation de la formation, un vœu caressé par tous les acteurs, de la tutelle aux promoteurs d'auto-écoles. Il y a pratiquement 400 auto-écoles à travers le territoire national. Ces auto-écoles-là, effectivement, ont un programme
Aujourd'hui, nous voulons de mettre en place, il va y avoir un projet national de programme de formation dans les auto-écoles. La formation dévolue aux auto-écoles, l'évaluation au ministère des Transports et davantage de rigueur. Sur la question, les partis se sont réunis récemment à Yamoussoukro, la capitale politique, pour mieux harmoniser les efforts. L'objectif est de réduire la fréquence des accidents sur nos routes et mieux former au permis de conduire. Le dossier du jeudi est proposé par le service société de la rédaction. La 16e journée annuelle de la Société ouest-africaine de chimie se sont tenues avant-hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème abordé, le développement de la recherche en chimie pour une quête de l'émergence scientifique et technologique des pays de l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec Patricia Oumouetia. Les journées annuelles de la Société ouest-africaine de chimie sont des rencontres organisées par les membres des pays ouest-africains de chimie. L'objectif principal est de rassembler pendant plusieurs jours chimistes et biochimistes afin d'échanger sur différentes découvertes pour le développement socio-économique de l'Afrique. Le premier groupe, par exemple, traite de la chimie agroalimentaire. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité alimentaire. La chimie de l'environnement, bien sûr, pour préserver la santé humaine et l'environnement. Ces journées sont l'occasion pour les scientifiques africains de faire connaître leurs découvertes. 300 chercheurs venus des 8 pays de l'espace UEMOA qui ont présenté 250 contributions scientifiques. Et avec en filigrane, comme je le disais tantôt, des résultats sur des études portant sur les problèmes de développement. La SOACHIM a été créée en février 1994 par des chercheurs, des enseignants en chimie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Les chefs traditionnels de la région de la Nawa disent être favorables à la cause du président de la République. Ils ont organisé une cérémonie pour annoncer leur soutien. Le point avec Mamadou Kwasi. La cérémonie d'investiture du chef central des Baoulés de Soubré a été le prétexte pour les chefs traditionnels de la région de la Nawa d'exprimer leur reconnaissance et surtout leur soutien au président de la République Alassane Ouattara pour les futures batailles électorales. Selon le porte-parole, ce sont toutes les composantes de la société qui s'accordent avec les chefs traditionnels pour accorder au président de la République un second mandat. Une décision soutenue par l'ensemble des chefs Bété, Gaudier, Gouzier et Baoulé de la région de la Nawa. Alain Richard Donwayi, président du conseil régional, salue cet engagement des chefs traditionnels qui, selon lui, ont compris qu'il faut soutenir le développement pour le bien-être des populations. Vaillante population de la région de la Nawa, notre grande diversité est devenue un atout pour le développement de notre région. Je vous félicite pour cette leçon d'unité et de cohésion que vous donnez à toute la Côte d'Ivoire, sachant enfin que la paix et la stabilité sont les meilleurs leviers de tout développement dans un pays. Les populations de la région de la Nawa, dans toutes leurs composantes, déclarent qu'elles s'engagent entièrement et sans réserve aux côtés de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara pour lui donner un second mandat afin que continue de régner la paix, la stabilité et le développement pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Jano Aoussou Kwadjo, représentant le président Henri Konan Bédi à la cérémonie d'investiture du chef central des Baoulés de Soubré, a exhorté tous les chefs à être des messagers de la paix et du développement, des valeurs qu'incarne le président Alassane Ouattara. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré, l'électrification de plusieurs villages et le reprofilage des routes de la région sont autant d'actions qui ont convaincu ces chefs traditionnels. Les 70 chefs de village et de canton de Boundiali unissent leurs forces à travers une association. La cérémonie de présentation officielle de la nouvelle organisation s'est faite il y a quelques jours en présence de Bruno Koné, ministre de la Poste et d'Éthique. Hamza Diaby. Chaudes accolades entre le ministre Bruno Koné et les chefs traditionnels du département de Boundiali. Les chefs du pays tinin sont désormais déterminés à prendre une place dans le train de l'émergence. En fondant cette association, ils entendent jouer le rôle d'instrument actif au service du développement de la Côte d'Ivoire. Une initiative qui cadre bien avec les aspirations du gouvernement. Le chef de l'État avait promis au moment de la campagne de 2010 et il a réalisé. Aujourd'hui, nous avons la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui est créée. Cette chambre a une assemblée générale et dans laquelle
nos chefs sont membres. Réussir à jouer le rôle d'agent de développement nécessite des moyens financiers. Dans leur volonté, les chefs traditionnels de Boundiali peuvent compter sur l'attention de l'État. C'est le lieu, chers chefs, peut-être de saluer votre action au quotidien. Nous savons dans quelles conditions difficiles certains d'entre vous travaillent. La plupart d'entre vous d'ailleurs travaillent. Nous savons que les conditions n'ont pas toujours été faciles. Malgré cela, vous avez toujours joué votre rôle. Cette cérémonie consacre l'union entre les fils de la capitale de la Bagoué. Puis le ministre Bruno Koné a demandé à l'association des chefs traditionnels de renouveler son soutien au candidat du RHDP pour sa victoire à la présidentielle d'octobre prochain. Le prochain Massa, marché des arts et du spectacle africain, se tiendra du 5 au 10 mars 2016. Date annoncée ce jeudi par le directeur général du marché. Yacouba Konaté était face à la presse pour faire le point des préparatifs. Il était accompagné de son conseiller artistique chargé de l'humour, le maréchal Zongo. Le point avec Serge Coléa. Instauré en 2014 à la 8e édition, l'humour fait partie des 5 disciplines officielles du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Pour donner toutes les chances aux humoristes de s'exprimer au Massa 2016, le directeur général, le professeur Yacouba Konaté, a désigné comme conseiller artistique chargé de l'humour Niamien Bigolé Jean Nestor, de son nom d'artiste, Maréchal Zongo. Le constat qu'on a fait, c'est que quand les appels à candidature sont ouverts, c'est plutôt les artistes de l'extérieur qui sont plus motivés que les artistes nationaux. La candidature est ouverte pour tout le monde, pour tous les artistes, donc pour les humoristes aussi. Le Massa, à chaque édition, fait venir des acheteurs, des tourneurs, des gens qui ont des festivals hors d'ici. Et c'est ceux-là qui sont dans le réseau de programmation de tous les grands festivals du monde. Vous avez la chance de les rencontrer et leur proposer vos projets. Pour permettre aux humoristes de bien entrer dans ce festival, un séminaire de formation sera animé en janvier à leur intention. Nous allons former 15 humoristes ivoiriens et 15 humoristes de la sous-région, de manière à les rendre plus professionnels. Et ça, c'est aussi en rapport avec le thème général du Massa 2016, qui est « Réinventons les arts de la scène ». Le Massa, le marché des arts du spectacle africain 2016, se tient du 5 au 12 mars prochain. Les candidatures sont déposées jusqu'au 31 août 2015. La publication de la liste officielle sera connue fin octobre. Un livre sur la disparition de Guy-André Kieffer vient de voir le jour. L'auteur est le frère aîné du défunt journaliste. Bernard Kieffer a écrit un ouvrage de 236 pages qui retrace 11 années de recherche de la vérité autour de la disparition de son frère. L'œuvre a été présentée hier matin à la Maison de la Presse. Sidonie Davila. Le frère perdu, enquête sur un crime d'État au cœur de la France-Afrique. Un ouvrage de Bernard Kieffer, frère du reporter sans frontières Guy-André Kieffer. Ce livre de 230 pages et d'une lecture aisée est une compilation d'articles et de témoignages recueillis depuis 2004, année de l'enlèvement du journaliste franco-canadien. Ce livre répond à la fois au souci de rendre hommage à mon frère qui avait fait un travail important, difficile et courageux ici en Côte d'Ivoire. C'est également le souci de relancer l'enquête qui m'anime, c'est-à-dire que j'ai expliqué dans ce livre qu'à maintes reprises, on a frôlé la vérité, qu'il manque pas de choses pour que l'affaire aboutisse. Le but recherché en éditant cet ouvrage est de pouvoir faire la lumière sur cette affaire tragique. À partir du moment où le régime de Laurent Gbagbo était suspecté et même accusé, on comprend qu'il n'est pas beaucoup facilité le travail des enquêteurs. En revanche, depuis l'accession de M. Ouattara à la présidence, je comprends moins bien parce que lui n'est pas suspecté d'avoir trempé dans cette affaire et ça serait tout à l'honneur de la présidence et de la justice ivoirienne que de faire aboutir ce dossier. Le 16 avril 2004, le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer disparaissait en Côte d'Ivoire alors qu'il travaillait sur des malversations dans la filière café-cacao. À l'étranger, John Kerry a rendez-vous avec l'histoire à Cuba. Demain, il sera le premier chef de la diplomatie américaine depuis 1945 à se rendre à La Havane pour consacrer le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux ex-ennemis de la guerre froide. Reportage. Un peu partout sur La Havane, les Cubains dressent leur drapeau.
Dans peu de temps, le secrétaire d'État américain John Kerry sera là et le drapeau des États-Unis flottera lui aussi dans le ciel cubain. Ce sera la première fois depuis le 3 janvier 1961. Une visite historique, Kerry va officiellement rouvrir l'ambassade des États-Unis. Celle de Cuba a été réouverte à Washington en juillet dernier. Les deux pays reconnaissaient alors qu'il y aurait encore beaucoup d'efforts à faire. Ne vous méprenez pas. Le processus de complète normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba va continuer. Il peut être long et complexe. Sur ce chemin, nous sommes sûrs de rencontrer des obstacles et des moments de frustration. Il faudra de la patience. L'un des thèmes sensibles, les droits de l'homme à Cuba. Kerry rencontrera des dissidents lors de sa visite, ce qui n'est pas du goût du gouvernement communiste. Il y a encore quelques jours, 90 manifestants ont été arrêtés, des dissidents au régime de Castro qui clament que leur sort a empiré depuis le rapprochement avec Washington. Autre bouleversement attendu, la levée de l'embargo par le Congrès américain. Nous avons insisté sur le fait que la levée complète de l'embargo est essentielle à la normalisation des relations bilatérales, tout comme le retour du territoire illégalement occupé de Guantanamo. Malgré les énormes défis qui restent à venir, Cubains et Américains affichent leur soulagement de voir la hache enterrée après 50 ans d'animosité. Et on termine avec ce message du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. En application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le samedi 15 août 2015, fête de l'Assomption est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, la fête de l'Assomption est déclarée jour férié chômé et payé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. Merci de rester fidèle au programme de RTI 1.